Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Mon invité d'aujourd'hui a connu des moments de folie sur un terrain de tennis, à la fois dans la douleur d'une défaite en finale à Roland-Garros, puis dans la victoire de la Coupe Davis. C'est le parcours d'un joueur, doué depuis l'enfance, baigné dans un environnement de tennis, et qui a construit un palmarès et a fini plusieurs années dans le top 10 du classement ATP. Il n'a jamais laissé indifférent par son jeu de haute voltige, où la flamboyance était sa marque de fabrique. Un joueur fantastique qui s'est construit à travers ses difficultés, les blessures, et qui a su se remettre en question. Quel était donc son état d'esprit lors de ces matchs ? Comment abordait-il ce jeu à haut risque ? J'ai le plaisir de pouvoir en discuter aujourd'hui de tout cela avec Henri Lecomte. La première question, elle est simple, c'est comment t'es arrivé au tennis ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du tennis ? Moi, c'était mes parents. Moi, j'ai commencé le tennis, j'avais 5 ans, 4 ans ou 5 ans. C'était ma mère qui est prof de tennis. J'avais donné des cours au tennis club du Perreux il y a maintenant il y a très longtemps. Et j'étais même dans le couffin sur le terrain. Donc, ma mère donnait des cours. J'ai deux sœurs qui ont été championnes d'Europe cadette et junior. J'ai mon frère qui il voulait faire des écoles, une école d'architecte. En fin de compte, il était aussi joueur de tennis. Il a terminé, il vient de prendre sa retraite il y a le 1er avril. Tu vois. Donc c'était un prof aussi de tennis. Donc on est tous baignés dans le tennis depuis que je suis gamin. Quoi. Donc moi c'était ma vie, c'était mon rêve de devenir champion de tennis. Je dormais avec ma raquette, j'allais au lycée avec des balles de tennis. J'ai même été renvoyé plusieurs fois parce que évidemment les balles de tennis c'est le même diamètre que les gouttières. Alors donc ça a été à chaque fois bloqué par les balles. Donc le prof, au bout d'un moment, il en a eu marre. Je ne pensais que tennis, je jouais tennis, je ne rêvais tennis, je jouais dès qu'il y avait un mur, n'importe où, je tapais la balle avec ma raquette en bois parce que c'était une raquette en bois, pas comme aujourd'hui. Et c'est la passion, c'est tout. Ça, tu l'as, je l'avais dans le sang. Et justement, quand t'es jeune, est-ce que t'as un rêve particulier, quelque chose que t'as envie d'accomplir ? Quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu rêves d'être dans les 10 meilleurs joueurs du monde, de gagner un grand chelem, de gagner la Coupe Davis, de jouer sur le central de Roland-Garros, de jouer contre les meilleurs joueurs du monde. C'est ça que ton rêve. Et ton rêve, et il faut jamais qu'il te quitte, parce que s'il te quitte, tu ne peux pas l'atteindre. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir l'exaucer. Mais ce rêve aussi, il y a plein de petites choses qui s'emboîtent, comme c'est un peu comme le maillon d'une chaîne, ou sinon c'est comme un Lego que tu places, que tu construis avec une fondation assez solide dès le départ, qui est importante. Donc c'était ma famille, moi. Et puis après, tu gravis les étapes avec ta détermination, ton envie, et tu lâches rien, quoi. Justement, t'as fait une grande carrière. Quelles sont les qualités mentales que tu avais ou que tu as développées tout au long de cette carrière ? Il faut savoir que le développement mental, ça a été fait par ma famille, par moi-même, par les personnes que j'ai rencontrées, par ma détermination et mon abnégation. Ça veut dire qu'il faut jamais douter de moi. Même dans les moments difficiles où c'était compliqué, j'ai jamais douté que que je serais champion de tennis, que je serais dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Donc, tu avais cette conviction que tu allais réussir dans le tennis. De toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu n'as pas cette conviction, tu n'y arrives pas. Et même avec cette conviction, tu peux ne pas y arriver. Donc, il ne faut pas abdiquer. Il y a toujours des moments difficiles, des hauts et des bas. C'est l'entourage est très important quand on est jeune. Quand vous avez la chance d'avoir une famille qui est dans le sport de haut niveau et vous avez des sœurs qui sont plus fortes que vous au départ parce qu'elles sont plus âgées. Et puis après, tu commences à les battre. Et puis après, tu vas dans les clubs, tu changes de club, tu évolues, tu as la fédération. Il y a plein d'obstacles qu'il faut passer, comme à tout examen ou tout service militaire ou tout. On a des obstacles et ce sont des passages. C'est un passage dans la vie. Alors, il y a certains passages qui sont très durs. Il y en a d'autres qui éclorent très jeunes parce qu'ils sont beaucoup plus matures dans leur tête au départ, parce qu'ils ils sont plus stratèges à la limite que moi qui l'étais ou qui était un vrai passionné. Et par la suite, j'ai appris. Et comme je dis, il y en a qui sont très forts jeunes, mais après, il n'y a plus rien. Le citron est déjà tellement pressé qu'ils n'ont plus du tout d'évolution. On est comme un fruit, en fin de compte. On est d'un fruit, d'une graine, et le fruit, est-ce qu'on le coupe trop tôt, ou on le laisse mûrir un petit peu, ou alors
ben voilà, il réussit à aussi être, on va passer du raisin, du vin. Après le vin, ben, quand on vieillit, plus on vieillit, mieux on est. Et puis après, quand la date est passée, ben, on passe ou dans le moment historique, parce que les gens achètent maintenant des bouteilles qui sont imbuvables, mais qui ont un nom et qui ont fait quelque chose parce que c'est une année exceptionnelle. Mais c'est un peu ça, en fin de compte. C'est bien ce que je prends, parce que c'est un peu ça, le sport de niveau. C'est ça. On marque notre époque, notre histoire, mais avant cela, et c'est très compliqué, assez difficile de pouvoir exprimer et dire aux gens les différents passages. Il faut aller très loin pour s'en souvenir. Et je me posais la question par rapport à ton jeu que tu définis à risque, Ouais. le fait de prendre pas mal de risques. Est-ce que pour toi c'était une sorte de folie maîtrisée? Et surtout, je me suis interrogée si tu avais ce jeu-là dès le départ. Bah, moi, c'était le départ. Hein. J'ai pas changé. On a voulu me changer mon jeu en me mettant un jeu un peu moins à risque. Moi, je suis un D'Artagnan. Moi, je monte, je vais à la guerre, un fleur au fusil, je tue avec rien. Ouais, mais est-ce que tu as compris la naissance de ça? Parce que chacun a un style de jeu différent. Moi, Non, je pense sincèrement, avec Maya, on travaille là-dessus, elle travaille beaucoup sur la transgénération, et je crois qu'on est comme ça. On est comme ça, quelqu'un qui va être un peu plus réservé et d'autres qui va être beaucoup plus extraverti et prendre des risques. Après, le problème de ma personnalité, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à le comprendre et à le gérer. Mais ça m'a permis aussi de pouvoir d'occulter beaucoup de choses et et de me surpasser, de me connaître un peu mieux que d'autres personnes, par exemple, qui n'arrivent toujours pas parce qu'ils ont peur d'y aller. Mais la personnalité, le mental de chacun est totalement différent. Et quand on se rend compte que dans beaucoup de sportifs qui ont fait des carrières 10 fois plus fortes que moi, mais qui ont aussi eu ce genre de mentalité. On voit un Björn Borg qui cassait des raquettes, qui était devenu ingérable sur le terrain. Son père l'a viré et il a gagné. On voit la carrière qu'il a fait. On a eu un Becker, on a eu un Roger Federer, un Rafael Nadal. Son oncle dit non, tu es droitier, tu vas jouer en gaucher. Et on voit la carrière qu'il fait. Mais c'est des joueurs avec de grosses personnalités. Djokovic, c'est pareil. Un Murray, c'est pareil. Un Murray, voilà, ce sont des gens avec une personnalité totalement différente. Mais du coup, je me posais la question parce que finalement, en tout cas, quand je travaille avec des joueurs de tennis, je vois que ce qui est difficile, c'est justement se lâcher le bras, y aller à fond, oser. C'est ce que toi, tu as été capable de faire. Est-ce qu'il faut être en confiance particulièrement et qu'est-ce qui se passe quand tu l'es moins? Est-ce que ça explique un peu le La manque? la confiance fait partie de ta propre personnalité et de ton engagement. Pour ce qui est, pour moi, mon jeu, moi, j'ai toujours été, même dans les moments difficiles où j'avais énormément de pression, comme tout joueur, hein, tous les meilleurs, tous les joueurs, on a tous peur. Hein, comme on dit dans le jargon, on mouille, bah oui, tout le monde, tout le monde. Mais on l'utilise d'une différente façon. Moi, j'étais quelqu'un qui attaquait, qui provoquait l'adversaire, qui n'était pas simplement passif, qui le mettait dans un coin et qui attendait de faire le passing. Voilà, et chacun sa personnalité et sa façon de voir et d'assumer cette pression qui est aussi journalière dans n'importe quel domaine. Il est vrai que moi, j'étais un joueur avec aussi beaucoup d'intuition. Je jouais aussi à l'instinct. C'est ce qui m'a sauvé par moment, mais c'est ce qui m'a détruit aussi par moment. Donc il faut faire la part des choses. Mais après, comme on dit, plus tu as d'expérience, plus tu vieillis, plus tu as des matchs qui t'ont marqué, vont te faire grandir. On grandit plus d'une défaite que d'une victoire. On avance. Moi, je vois encore aujourd'hui dans ma vie, à bientôt 57 ans, j'ai beaucoup plus de réflexion aujourd'hui, ce qui est normal, et aussi de l'attente parce qu'aujourd'hui, ben, il faut évoluer dans ce que l'on fait et c'est ça qui est hyper, qui est à la fois qui est extraordinaire, qui est réjouissant, qui est jouissif, qui est truc parce que tu te remets en question. Mais il faut pouvoir le faire. C'est pas simple. On a toujours des hauts et des bas, mais dans mon jeu, c'était ça, les hauts et les bas. Oui. Et après, il fallait simplement le gérer un peu mieux, être un peu plus fort physiquement. Après, tu as les problèmes personnels, psychiques, après, personnels, problèmes physiques, problèmes aussi d'environnement, d'écoute, d'être aimé, pas aimé. Tout ça, comment on va dire un peu, c'est le même bordel, quoi. Mais faut passer outre. Et est-ce que ce qui se passait dans ta vie, en dehors des cours, etc., avait une influence sur le fait d'être bien sur le terrain ou des fois c'est l'inverse? Comment c'était pour toi? Bien sûr, bah, là, tu trouveras jamais une personne qui dira non, non, ça n'a jamais.
Ça ne m'a jamais embêté ou ça ne m'a jamais détruit si j'étais pas bien personnellement. Au contraire, on sait, hein, quand tu es amoureux, quand tu es bien, tu voles, tu as des ailes. Alors, le problème, c'est de retrouver la même chose quand tu n'es pas amoureux, de trouver ta zone, ce qu'on appelle la zone, pour pouvoir toujours rehausser ton niveau et jouer à un niveau déjà au-delà de 50-60%, le minimum, 60% pour battre tout le monde et après se connaître. Pourquoi il y a des moments, on se dit, c'est marrant, je suis un peu grippé, je suis un petit peu malade, j'ai un peu de fièvre et on joue super bien. Pourquoi? Parce que de toute façon, on pense, déjà, on est sur le terrain, on est content, on se dit, ben, on va se battre avec les armes que j'ai aujourd'hui et surtout, on psychote moins, on pense moins, on est plus cadré, structuré, on est moins euphorique, on est calme. Dans la vie, l'expérience que tu as pu avoir dans ta propre vie personnelle et professionnelle te fait grandir. Aujourd'hui, moi, si tu me mets avec le mental que j'ai et je reviens en 85-86, je peux te dire que la fille à 88, je ne la joue pas pareil. Donc, c'est là qu'on voit la controverse entre 88 et 91. Non, c'est ça qui est important, c'est de se connaître vraiment. Donc là, quand tu fais la finale en 88, tu as l'impression que tu ne te connaissais pas vraiment et que tu n'avais pas compris peut-être comment tu pouvais Non, fonctionner. j'étais faible. J'étais faible dans la tête. J'étais certainement déjà la pression de fait de se retrouver en finale de Roland Garros 88 en étant le deuxième ou non, le quatrième français en finale de Roland. Yannick avait gagné en 83. La pression était trop forte. En plus, mon entourage ne m'a pas aidé aussi de ce côté-là, mais ça, c'est bien après que j'ai compris. Au lieu de rester dans le cocon, la même chose, le même rituel, la même façon d'être depuis les 15 jours de Roland. Donc après, tu apprends vraiment à connaître et à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris 88 par rapport à 91. Et j'ai travaillé dessus. Et travailler dessus, c'est travailler avec aussi une vision, une perspective de ce que j'ai pu faire auparavant et de créer ma propre bulle. C'est ça qui a été ma force en fin de compte. Et j'ai réussi à la contenir et à la comprendre. Parce Alors, que 88, ça fait finale de Roland. 91, on gagne la Coupe Davis avec Guy tous les deux. Et je me retrouve à Roland Garros 92, encore en demi-finale. Où là, personne ne m'attend. Je voulais même pas jouer. J'étais en wildcard. J'étais 200e ou je sais pas combien et je fais demi-finale. Et c'est là que tu te dis que le cerveau est 10 fois plus fort que tu peux l'imaginer. Parce que si tu as une base physique qui est correcte, ou même encore plus forte, ben, tu déplaces des montagnes. Donc quand j'entends certains sportifs de haut niveau qui disent que non, non, il ne faut pas avoir du mental pour gagner des matchs ou être performant, je pense qu'on ne fait pas le même sport. justement, quand on a parlé un petit peu la dernière fois, tu disais que tu avais pris conscience que le mental, c'était important et que peut-être dans ta carrière, tu as mis du temps à analyser ça, à savoir que c'était important pour toi. Non, c'est important pour nous tous. Aujourd'hui, le mental, en France, on commence à comprendre que il faut le travailler. Dans le sport de haut niveau, on a toujours mis des barrières, on s'est toujours caché derrière la médecine, entre guillemets, en disant oui, mais non. Le mental est une source, une force immense. On peut le voir sur des joueurs comme Federer, Nadal et tous les plus grands sportifs de haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir parler une fois avec Ayrton Senna, qui lui travaillait beaucoup là-dessus, qui est un homme mystique, qui avait ses propres valeurs, sa façon de voir. Il m'avait expliqué la zone. Et cette zone, moi, je l'avais ressentie aussi à Roland Garros, bien sûr, à la Coupe Davis 91 et dans certains matchs. Et lui, il m'expliquait la zone, tu sais, c'est quand moi, j'y suis dans un virage, je suis à fond dans ma Formule 1 et je suis pas dans ce virage à droite, je suis dans le quatrième virage après. C'est-à-dire que mentalement, il était déjà en avance sur tout. C'est-à-dire qu'il savait exactement ce qui allait se passer. Que tout dans sa tête, tout se défilait lentement. Et moi, je l'ai ressenti. Et c'est ce que travaillent les joueurs aujourd'hui de plus haut niveau dans le tennis, dans le très haut niveau. Ils le travaillent parce que c'est quelque chose où ils arrivent à. C'est comme tu rentres dans une façon hypnotique. Et nous, en France, on est bien loin de tout ça. On ne veut même pas en parler. Où c'est vraiment quelque chose on a une force mentale, on utilise que 5% du cerveau, toi. On est une telle puissance, c'est une machine de guerre. Donc après, quand tu commences à comprendre certaines choses, alors évidemment, le discours que j'ai aujourd'hui n'est pas le même depuis le début. On m'a toujours pris ou critiqué en étant Henri, c'est un fou. De toute façon, il est ingérable. Je suis le mec le plus gérable que tu peux imaginer, mais j'ai aussi ma folie. C'est ce qui fait aussi ma personnalité, mon caractère. Alors aujourd'hui, elle est moins importante parce qu'on vieillit et parce qu'on n'a plus envie des mêmes choses et qu'on se pose. Et c'est tellement important parce que tu vas dans une autre dimension, tu vas dans
un, dans une dimension, dans une région, je veux dire, c'est une région qu'on connaît très peu, mais qui est tellement puissante que beaucoup d'autres sportifs de haut niveau ont compris. Mais toi, quand tu étais joueur, à un moment donné, tu t'es posé la question de travailler Oui, un petit peu. Tu sais, manager? c'était l'époque un peu la sophrologie, tu vois. C'était un petit peu des gens comme ça, mais pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'on était enfermés dans notre petit cocon classique, parce on n'aimait pas trop. Tu sais, non, on est bien là, on va pas les chercher ailleurs. Et ça, je le regrette, je le regrette. Mais ça m'a pas empêché d'aller voir aussi beaucoup d'entraîneurs, travailler avec toi, avec Patrice Dominguez, où j'ai beaucoup progressé, avec Yon Tiriac, avec Wojtek Fibak, quand je suis 88, la finale de Roland, c'était un stratège, c'était mental, il était incroyable. Et après, tu rencontres d'autres personnes. Mais, euh, mais toi aussi, tu rencontres des personnes qui t'ont aidé, que toi tu as aidé, ou tu as été aussi énormément déçu. Parce que tu t'investis mentalement, tu t'investis avec le cœur, et ces gens-là t'ont utilisé. Donc aujourd'hui, tu sais, il faut savoir faire abstraction de tout ça et de se délaisser de tout ça. Il faut aller vers l'avant. On a tous des petits problèmes de famille, des secrets de famille, des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on a en nous, qu'il faut arriver à comprendre et à supprimer et à enlever. On en a tous plus ou moins, et après on grandit. Justement, par rapport aux relations, tu avais parlé de l'importance de l'entraîneur et la dernière fois, on parlait de Patrice Dominguez. En quoi, tu vois, ça t'a permis d'avancer ou est-ce qu'il y a des souvenirs que tu as, ou Patrice peut-être, ou tes autres entraîneurs t'ont fait évoluer sur un point au niveau mental? Mais je pense que déjà, il y avait Yon Tiriac qui était un malin comme un singe, qui est comme mon deuxième père, qui m'a fait comprendre comment m'entraîner, comment aller vraiment au-delà de ce que tu peux aller, que ce soit mentalement et physiquement. Après, la stratégie, c'est Patrice Dominguez, c'était plus la stratégie, c'était un jeu d'échecs. Et en fin de compte, il m'a fait comprendre que j'étais capable de jouer comme ça. J'étais capable d'avoir un vrai sens tactique, j'étais capable de tisser ma toile, de pouvoir mettre le joueur où il faut et pouvoir mettre mon accélération que personne ne pouvait imaginer. Et c'est pour ça que j'ai toujours très très bien joué sur terre battue. Quand tu vois mon jeu, un jeu d'attaque à outrance, tu dis mais Henri, je n'ai pas jamais bien joué sur terre. J'ai fait mes meilleurs résultats sur terre battue. J'ai battu les meilleurs joueurs du monde sur terre battue. Parce que j'aimais bien, parce que c'était quelque chose, c'était stratégie. Et pourtant, je joue pas aux échecs, toi. Mais c'était amusant. Mais c'était vraiment, et le tennis, quand je joue, c'est toujours pour moi quelque chose, une stratégie. Bien sûr, j'ai une faculté hors norme en déboucher, d'avoir une vitesse de réaction, un bras exceptionnel, mais je faisais aussi, et je faisais des choses que personne ne faisait parce que j'avais ce sentiment-là, parce que j'étais le seul à pouvoir le faire. Donc, il y a pas que de l'instinct, il y a aussi... Ah non, alors l'instinct est très important dans la personnalité. Généralement, quand j'ai une intuition, je me trompe jamais. Je me trompe jamais. Mais avant, l'intuition, je ne la maîtrisais pas. Je ne savais pas ce que qu'était vraiment une intuition. C'est que, oh bah tiens, moi, je sens. Non, non, non. Une intuition, c'est quelque chose que d'un coup tu le sens là, oh, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas tous les jours. T'as un moment où tu dis, oula, comme dans la vie de tous les jours, tu dis, non, attends, aujourd'hui, ça, j'ai pas envie je vais pas partir maintenant, je sens pas, je vais partir plus tard, et puis tout d'un coup, tu te rends compte que ça, il y a un truc qui arrive, ou alors dans ton jeu, tu dis, non, moi, je vais attendre. Et puis, en fin de compte, ça fonctionne assez bien. Et puis d'autres, bah, évidemment, parfois, tu te plantes. Mais c'était quand j'étais beaucoup plus jeune où là, on n'avait pas vraiment de stratégie. J'avais pas une stratégie dans ma tête assez forte pour pouvoir m'imposer et l'imposer à ce que je voulais vraiment écrire ou dessiner, quoi. Retrouvez-moi pour la deuxième partie de cet entretien dans le prochain épisode.